Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission, une émission littéraire aujourd'hui où nous avons le grand plaisir d'accueillir donc un écrivain, un scénariste, on va dire un musicien aussi, un compositeur. Il manque plus que d'être réalisateur en fait. Donc Guillaume Éric, bonjour, bienvenue sur Aglo TV. C'est la première fois que vous venez. Et puis à notre grande surprise, vous venez avec une production qui nous interpelle complètement parce que vous n'êtes pas votre premier bouquin. Donc Myriandais, c'est tout un univers que vous avez créé autour de la fantaisie, du fantastique. On va en parler. Mais pour mieux vous découvrir, expliquez-nous qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, quelle formation vous avez pour arriver à ce parcours-là, dites-nous. Moi, je suis un créatif. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé tout ce qui était autour de l'imagination. Donc, j'ai passé une dizaine d'années à faire de la BD. Vous êtes dessinateur, alors? Oui, j'avais commencé par l'illustration. Et j'adorais les comics, en fait, les comics américains. Ceux qu'on retrouve maintenant, d'ailleurs, au cinéma, avec les X-Men, les Daredevil, etc. Et au fur et à mesure, j'ai évolué dans ce monde-là, mais je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas le niveau nécessaire au niveau du dessin pour continuer. Mais par contre, j'étais vraiment toujours dans la création d'histoires. C'est ce qui m'intéressait vraiment. Alors le niveau, pourquoi vous n'étiez pas assez sûr de vous, ou sûr de votre formation, ou parce que vous voyez autour de vous évoluer des gens qui vous semblaient être plus compétents? C'est quoi? Pourquoi ce manque de confiance? C'était pas manque de confiance, c'était que je me rendais compte qu'il y avait certaines choses que je n'étais pas capable de faire. Autant dessiner, par exemple, un personnage de face ou de côté, voilà, ça reste assez facile. Quand on doit le mettre en condition, ceux qui font dans le dessin animé le savent, il faut savoir faire travailler un dessin sur plusieurs angles, une scène sur plusieurs angles. Il faut maîtriser donc toutes les notions de perspective et tout ça. Ça faisait beaucoup et je me suis rendu compte que c'était pas naturel. C'est un gros travail. C'est un gros travail, c'était pas naturel chez moi. Donc je me suis dit plutôt me tourner vers le texte, vers l'écriture, et laisser un peu tomber le côté illustration qui était moins maîtrisé. D'accord. Alors c'est dommage parce que quelque part aussi, quand on imagine du scénario, on aime bien aussi le mettre en scène, le voir visuellement. Quand même, hein. Ah oui. J'ai toujours été un artiste un peu complet, c'est-à-dire que autant au niveau visuel, au niveau musical, au niveau texte, tout se mêlait. J'ai toujours été sensible à tout. Mais très ouvert en fait, très ouvert, au monde artistique en fait. Alors c'est vrai que vous avez commencé effectivement comme illustrateur, c'est ça un petit peu, démarré. J'ai commencé avec la musique en fait. Carrément musicien, donc oui. Parce que quand je me suis rendu compte que l'illustration, j'avais du mal, je me suis ouvert davantage à la musique. Moi, j'étais toujours plongé dans la musique, mais quant à devenir par contre musicien, j'avais fait 4 ans de conservatoire, j'ai fait du piano, que j'avais laissé tomber parce une bonne base. Voilà. Oui, j'avais des bases. Et après ça, je me suis remis, parce qu'on avait un vieil orgue à la maison et je m'amusais à jouer dessus. Et puis je me suis acheté un petit synthé que j'ai trouvé sur un marché aux puces. Je me suis mis à jouer, je me suis mis à composer. J'avais des chanteurs qui m'inspiraient. Il y avait Renaud qui m'inspirait beaucoup à l'époque par son côté révolté. J'étais dans l'âge un petit peu qui correspondait à tout ça. Comment vous arrivez en fait au fur et à mesure comme ça vous avez dit tout à l'heure que de l'illustration vous vouliez passer au scénario, d'accord? Donc c'est vous qui avez commencé. Ouais. C'est ça, donc la musique c'était votre base quelque part, du conservatoire, etc. et tout. Et donc vous lancez dans l'écriture. Oui, j'ai commencé avec un premier roman que j'ai écrit. Quel âge? J'avais 23 ans. Oui, quand même jeune, quand même. Quelque chose comme ça. Pas évident, hein. Un roman en 2 tomes qui tournait autour de l'abbaye de mon père, d'ailleurs, pour laquelle j'ai fait aussi de la comédie musicale, donc sur laquelle j'ai passé un peu moins de 10 ans, ce qui n'est pas rien non plus. Et beaucoup de choses ont tourné autour de mon père, parce que j'avais des choses à régler au niveau du regard paternel, sur voilà, comme souvent, ce genre de choses. Dans la vie active. Et donc... Donc vous avez créé une comédie musicale également. Voilà, j'ai créé une comédie musicale, qui s'appelait Isabelle et le Roi, sur laquelle j'ai réuni 6 chanteurs, et c'est inventé une histoire autour de l'abbaye de Saint-Philippe-de-Monceau, mais que je voulais rendre vraiment universelle. Donc c'était cette abbaye qui se situe où? À Gijan. À Gijan, donc c'est à côté. Hein, oui, c'est pas loin d'ici, ouais.
Donc cette comédie, elle a eu quelle finalité? Vous avez travaillé pendant 10 ans, presque 10 ans, c'est ça, vous dites dessus. Ouais. Et donc ça a donné quoi? Vous avez pu vous produire quand même? Oui, on l'a produit. D'abord, moi, j'ai fait un album de 35 titres quand même, donc un double album. Et puis, on l'a produit sur le site même de l'abbaye, bien sûr, où ça a rencontré un bon succès. Bah oui, j'imagine. Et ça nous a motivés pour essayer d'aller à Paris, de le présenter là-bas. Et la finalité de tout ça, c'est qu'on a pu le produire au Palais des Glaces en 2004, devant un parterre de C'était la grande professionnels. époque des comédies musicales. Là. Voilà, c'est au moment où a explosé Notre-Dame de Paris, C'est ça, les 10 commandements, tout ça. Mais c'est au moment aussi où on arrivait en pleine période de piratage et où les maisons de disques commençaient à se casser la gueule. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a été très difficile pour arriver à convaincre des maisons de De disques. vous produire en fait. Voilà. Le problème a toujours été le côté de la production, en fait. ça. La prise en main. La créativité, vous l'avez. Par contre, après, de vous faire connaître, d'exploser quelque part, d'être reconnu, c'est plus difficile. Voilà. Comme beaucoup des artistes. Cela dit, à partir du moment où j'avais pris, j'étais encore quand même sous l'influence paternelle, donc en ayant choisi cette histoire de cette abbaye qui, pour des Parisiens, ça parlait pas grand-chose. C'est vrai que dans l'Hérault, Gignac, quelque part, c'est quelque Gijan, chose. ouais. Gijan, pardon, c'est quelque chose qui est pas très connu. Avec Ouais. son chemin de croix, c'est pas très. Je suis revenu avec une histoire que tout le monde connaît, la chose aurait été différente. Donc du coup, comme je me suis un petit peu séparé de ça, en tout cas, voilà, ça s'est terminé, j'ai voulu faire quelque chose qui m'était vraiment personnel. Quelque chose qui serait original, qui serait universel, qui s'adresserait à tout le monde, mais en même temps, qui vienne vraiment de moi et qui soit plus influencé par le côté paternel. Parfait. Donc là, vous refondez complètement et vous commencez à écrire réellement toute votre trilogie, c'est ça? Voilà, ça a commencé avec le premier tome. Alors, c'est sacré tome, hein. Je veux dire, 600 pages. On a l'impression de voir la saga des Harry Potter, là, quand on a ces bouquins comme ça en main. On se dit, tiens, ça doit être croustillant, là. Si c'est aussi... alors, le thème, quand même, chez vous, c'est quand même une écriture très fantasy, en fait. D'accord? Fantastique. Ouais, fantastique. Parce que là, ça t'a vraiment de la fantasy, Quand on dit effectivement, fantasy, là-dessus. oui, ça, oui. Mais j'étais très inspiré par Le Seigneur des Anneaux, en fait, Bah oui, ça. à l'époque. C'est ça. Et en même temps, j'étais très inspiré par Les âmes sœurs. C'était quelque chose qui m'avait toujours importé. Le secret des âmes sœurs. Donc, expliquez-nous un petit peu ce livre. Bah, j'ai découvert le mythe de Platon, le mythe de la caverne, et notamment le discours d'Aristophane. C'est ce qui m'a inspiré, puisqu'il parlait des origines de l'amour. Et je me suis librement inspiré de cette histoire pour raconter celle d'êtres qui sont capables, d'âmes sœurs, qui sont capables de s'unir à un seul et même corps, avec des pouvoirs extraordinaires, et qui s'appellent des Myriandes. Mais malheureusement pour eux, ils sont pourchassés, persécutés pour ce qu'ils sont, et les deux héros de l'histoire vont essayer malgré tout de braver tous les obstacles pour se réunir, apprendre le rituel secret qui leur permettra eux-mêmes de devenir myriandes. Alors, ils ont des pouvoirs fantastiques. Ils ont comment ça se passe dans cette histoire-là, un petit peu. Ils ont des pouvoirs qui sont liés au bien, puisque comme ce sont des êtres d'amour, forcément, ce sont des pouvoirs qui peuvent être, par exemple, celui de voler, ça peut être celui de... Enfin, il y a des sortes d'épées aussi, mais des épées plutôt qui n'ont pas un sens guerrier, en fait, dans l'histoire. C'est quoi leur quête, en fait? Leur quête, en fait, c'est quoi? C'est de se retrouver, c'est ça? C'est quoi? Leur quête, en fait, il y a quelqu'un, moi je peux pas révéler non plus tout, Non, mais mais sans révéler, mais je te le pitch rapidement. Donc, il y a un être à la base qui les a obligés à ne plus être des myriandes, donc à séparer leurs âmes sœurs. d'accord. Et à chaque fois que des âmes sœurs naissent dans le monde où ils sont, obligatoirement ils sont séparés dès la naissance. D'accord. On les sépare dans des cités et ils sont même plus au courant de leur existence Diviser réciproque. pour mieux renier. Hein, c'était ça. Donc, et eux, ils essaient de se retrouver, c'est ça? Et malgré tout, le héros et l'héroïne vont réussir à se retrouver et ils vont surtout apprendre pourquoi on les a séparés. Et ils vont essayer à leur tour de libérer toutes les autres âmes sœurs qui sont prisonnières en secret de leur monde. Très bien. Donc, il y a tout un univers que vous avez créé autour de ce monde imaginaire. Hein, sorti. Oui, j'ai passé Alors, des même si vous mois. êtes inspiré par des philosophes grecs, là. Donc, c'est vrai que quelque part, ça sort de votre imagination, tout ça.
Ah, complètement, oui. Oui. J'ai voulu sortir des sentiers battus de la fantasy, justement. Sortir du sentier battu où on retrouve des nains, des elfes, des dragons, enfin tout ce genre C'est vrai que de tout à l'heure, je disais mythologie. fantasy, non, c'est pas fantasy. Comment le caractérisez? Si, vous avez raison. Ça reste dans la fantasy? Ça reste de la fantasy parce que ça reste dans un monde imaginaire. À la différence du fantastique, c'est le fantastique, c'est le monde ordinaire où se passe quelque chose d'extraordinaire. Là, on est dans un monde qui n'existe pas, malgré tout, qui se réfère on va dire, une sorte d'époque de mythologie grecque. C'est ça. Mais malgré tout, voilà, on est dans un monde différent. Il y a des humains qui sont comme vous et moi, mais il y a d'autres créatures qui le sont beaucoup moins. Alors on voit, c'est une écriture qui est quand même assez facile à lire. Hein, donc, alors pour ceux qui ont des problèmes de vue comme moi maintenant, donc c'est vrai que c'est assez gros. Hein, c'est vrai que ça semble intéressant. Moi, quand je reçois des écrivains, contrairement à d'autres plateaux, moi je ne le lis pas. J'attends effectivement à la fin de cette émission d'avoir me dire ça me donne envie de le lire, d'accord? Donc c'est vrai, en fait, vous êtes là aussi pour ça. C'est-à-dire que votre objectif aujourd'hui, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous avez créé une trilogie, 3 livres, donc des histoires qui se suivent, donc toujours dans le même thème. On arrive donc à la fin de l'histoire, bien sûr, quand on arrive au dernier tome, c'est ça, donc il y a la finalité, donc quelque part, après, ça a l'air d'être tout un parcours, en fait, hein, comme ça, littéraire, que vous avez fait. Vous avez même, alors ça, c'est extraordinaire, la langue qui est utilisée par vos personnages, vous avez même fait un dictionnaire. Oui, un petit lexique, oui. Vous avez carrément inventé une langue, voilà. que l'on retrouve dans un dictionnaire pour ceux qui veulent suivre. Donc, ils peuvent même apprendre la langue quelque part ou pas? Si on veut, on peut s'amuser à apprendre la langue, oui. C'est extraordinaire. Donc, il faut avoir de l'imagination, de la suite dans les idées. Et puis, alors, ce qui me stupéfait quand même, c'est vous avez toutes les bandes son. Oui. J'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle Christophe Houssin. Voilà, toutes les bandes son des livres. Donc, c'est des livres un peu interactifs quelque part, parce qu'on se met la bande son et on lit. Voilà, et on peut même voir des illustrations, puisqu'il y a une dizaine d'illustrateurs qui ont travaillé avec moi. Et dans chaque tome, on a à la fin de l'ouvrage des annexes qui permettent d'aller plus loin dans l'univers de la saga, mais qui permettent de découvrir aussi visuellement des personnages, des situations, des lieux. Donc à la fin, on a toutes des illustrations complètes par rapport à ça qui nous font travailler l'imaginaire en fait. Voilà. Ah, c'est ça. On peut se projeter dans l'univers que vous avez imaginé complètement. Très, très fantastique. Je trouvais que ça apportait une richesse supplémentaire à l'histoire, que ce soit musicalement ou graphiquement, d'avoir toute une petite équipe comme ça qui travaille avec passion autour de moi, et que je remercie beaucoup parce qu'ils m'ont enrichi aussi à moi. J'ai trouvé que ça apportait un vrai plus et qui allait vraiment dans le sens qui était celui que j'avais toujours eu en moi, qui était celui de l'adaptation au cinéma. Sur laquelle j'ai travaillé, puisqu'on a présenté le projet au Festival de Cannes grâce à la Maison des scénaristes qui m'avait invité là-bas. Après, Cannes, il y a 2 niveaux de Cannes. Il y a le in, il y a le off. Et dans le off, on rencontre pas forcément... ça ne veut pas dire forcément que ça y est, c'est le succès. D'accord ? Non, du tout, non. C'est une porte pour dire, voilà, découvrez ce que l'on est en train de faire et est-ce que ça peut vous intéresser. Ça permet de faire des rencontres, voilà. J'ai fait le BIF aussi à Bruxelles, qui est le Festival international du film fantastique. Mais alors, par contre, moi, j'avais un petit peu la barrière de la langue, parce qu'autant je maîtrise très bien le français, c'est ça. il vaut mieux pour écrire, autant en anglais, je le parle un petit peu comme une vache espagnole. Et j'étais beaucoup avec des producteurs qui étaient là, ou des réalisateurs qui communiquaient forcément en anglais. J'avais un ami producteur qui faisait un peu le lien, mais c'était malgré tout un peu difficile, quoi. C'est pas évident, il faut vraiment parler la langue pour pouvoir avoir une visée. Ou avoir un associé qui va vous permettre vraiment, de manière très concrète, de faire le lien, quoi. Aujourd'hui, vous en êtes où? Parce que quand on voit tout ce travail-là qui est sur la table, ça paraît pas, mais ça paraît comme ça très joli. C'est une somme de travail colossale. Oui, il y a 15 ans de travail derrière. 15 ans de travail, effectivement. Et pour quelle finalité? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes distribué? Comment ça fonctionne chez vous? Parce que ça coûte de l'argent tout ça, mine de rien. Ça coûte de l'argent, donc, est-ce que vous arrivez à en vivre ou est-ce que finalement c'est compliqué? Non, je n'en vis pas du tout. À ce point? À ce point, oui. Moi, je suis. Pour être clair, je suis à la SS, donc je touche 500 € par mois. Voilà. Et puis à côté de ça. C'est triste quand on voit cette somme de travail. On voit qu'effectivement, pour un producteur, tout est sur la table. Les bandes son, le scénario, l'imaginaire, le dictionnaire de la langue, il y a tout. Tout est prêt.
Oui, tout est là, tout est prêt C'est incroyable. pour qu'un éditeur reprenne le flambeau en fait, C'est hein, ça. à plus grande échelle. On a même toutes ces illustrations, mais qui sont super bien faites. On a l'impression vraiment de production hollywoodienne là-dedans, hein. Mais c'est vrai, c'est super. Tout est marqué. Il y a des grosses productions qui ont démarré avec bien moins que ça, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est Mais extraordinaire. peut-être beaucoup plus de réseaux. Voilà. En fait, ce Ouais. qui vous manque, en fait, à vous, c'est un appel qu'on lance à ceux qui Oui, regardent c'est un cette petit peu émission. ça, C'est oui. s'il y en a qui sont effectivement dans la production, qui ont des contacts comme ça, à des niveaux comme ça de production cinématographique, ou qui sont même intéressés Éditorialement, oui. pour éditer, pour diffuser, pour vous accompagner dans votre quête à vous, Et finalement. même au niveau du jeu vidéo, parce qu'on l'a souvent dit, cette histoire de Myriande oui. s'adapterait très très bien pour un jeu vidéo. Ah oui, quand on voit effectivement League of Legends, quand on voit tous ces... Prison tous ces- Persia, Ah, d'ailleurs. tout c'est ça, tous ces jeux-là qui sont là, qui ont fait qui ont leur succès, qui ont leurs fans. Je veux dire, franchement, vous avez toute votre place. Vous avez essayé de contacter un petit peu localement. On a des grands éditeurs de jeux là, avec Ubisoft. Oui, Alors, oui, j'ai essayé, mais pour l'instant, c'est resté porte close. vous êtes trop cher, vous demandez trop. Je Qu'est-ce qui se demande, passe non, je ne sais pas. C'est comme si il y avait quelque chose je sais pas, un plafond de verre qui n'arrivait pas à être dépassé. Ouais, d'accord. Il manque la personne qui va faire confiance, qui a les liens, les réseaux et qui va me permettre de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. C'est tout ça. En fait, il y a un facteur chance qui est très important dans le métier. Et si on n'est pas au bon endroit à ce moment-là, il n'y a rien qui se fait. Malgré toute la bonne volonté, malgré la qualité. C'est exactement ce que me disait un grand joueur international blanc qui a pris sa retraite, qui était entraîneur du PSG, que j'avais rencontré ici à l'occasion. Il me disait, mais la vie, elle est faite de belles rencontres, de bonnes rencontres surtout, et c'est ce qui fait que vous réussissez ou pas, C'est ça, des fois. complètement. Et ça, c'est incroyable. Alors j'espère qu'en venant sur notre plateau, on va vous permettre d'être vu, de partager comme ça sur les réseaux pour faire connaître votre travail qui est, franchement, moi, je n'ai pas encore lu l'histoire. Il me tarde. Parce que quand je vois tout ce travail d'illustration, tout ce travail... Parce que ça a coûté de l'argent de faire tout ça. Comment vous avez pu faire pour sortir tout cet argent comme... À l'argent, je ne l'avais pas effectivement, Bah oui. donc j'ai fait de ce qu'on appelle du financement participatif. Je suis passé par une structure qui Crowdfunding, s'appelle c'est ça le crowdfunding. Je suis passé par Ulule, d'ailleurs, ils sont vraiment très très bien. Ah oui. Et j'ai lancé 3 campagnes qui m'ont permis de sortir les 3 tomes accompagnés de leurs albums. Et on a même tellement bien réussi qu'on a pu sortir cet artbook en plus. Ah oui, carrément, monsieur, je trouve ça... Il y a tout l'univers, en fait. Il y a tout le côté un peu que... On se dit, bon sang, mais elle est où la BD? Elle est où le film? Ah, la BD, Elle est où, ça irait très bien aussi, ouais. C'est vrai, une Ah, belle ouais. BD là-dessus. Il y a plein de dessinateurs ici dans le coin je suis sûr, qui pourraient vous contacter pour reprendre vos histoires, les mettre en BD et serait forcément un succès. Après, j'ai un certain réseau parce que je ne suis pas simplement un auto-éditeur, auto-édité. Je suis auteur aussi classique. Par exemple, j'ai mon livre qui vient de sortir chez Pygmalion qui s'appelle L'art de se prendre les murs, qui lui par contre n'est pas du tout de la fantaisie, c'est vraiment un roman qui se passe de manière contemporaine, qui est une manière de revisiter le conte de Peter Pan de manière très décalée, très contemporaine, avec beaucoup d'humour noir et d'autodérision, et qui est une sorte d'autofiction de ma vie finalement, puisque l'art de se prendre les murs, c'est un petit peu ce que j'ai vécu à travers la comédie musicale et cette saga aussi, puisque finalement... C'est votre dernier livre, ça? C'est le dernier, ouais. Alors, c'est le dernier livre, alors on va en parler. Donc, l'art de se prendre les murs. Parce que c'est vrai, là, vous avez accumulé c'est de la déception, c'est quoi? C'est parce que vous êtes déçu de ne pas y arriver que finalement, allez, vous êtes pris des murs de partout et vous voulez dénoncer? C'est une catharsis, surtout. Ouais. C'est une manière de se libérer de choses qui ont été difficiles, mais de le faire avec le recul nécessaire pour que ce soit suffisamment amusant pour les gens. Sur ton humour un peu. Avec beaucoup d'humour, oui. Et oui, donc c'était un exercice assez amusant. Le premier et le dernier, je pense que je ferai sur ma petite vie qui n'est pas censée forcément intéresser les gens. C'est plus ce que j'écris, les histoires que j'invente qui peuvent intéresser. Mais je me suis dit que le parcours lui-même avait de quoi, était pas piqué d'un ton, quoi. Hein. Franchement, on se dit, dans le sens, il y a tout pour réussir, il y a tout pour faire, il y a la volonté, les moyens que vous vous donnez, l'entourage quand même qui vous accompagne aussi, qui croit en vous.
Oui, Quelque oui. part, ces artistes qui travaillent avec vous, Christophe Houssin, oui. Houssin, donc, qui compose ici également, donc bon, quelque part, il croit à votre... Ah, complètement, oui. Lui, il avait toujours rêvé de faire de la musique de film et il s'est dit, tiens, à défaut d'avoir un film sous la main, je vais faire de la musique sur des livres. Voilà. Et comme il avait adoré Myriande, il dit, bah, tiens, je vais me lancer là-dedans. Et comme on avait le projet... monde musical de vos livres. Voilà, on y a travaillé de manière très conjointe. Mais oui, il a tout imaginé, il a fait ça avec... C'est un peu mon âme sœur musicale, en fait. Il a vraiment réussi à retranscrire musicalement l'âme des livres. Mais aujourd'hui, en fait, comment vous vous projetez dans l'avenir? C'est à double tranchant, en fait. D'une part, Est-ce que vous avez le moral, au moins? Ça dépend des jours. Voilà, parce que Oui. j'imagine que quand on fait une telle somme de travail, et finalement, il y a quand même un problème de reconnaissance chez vous. À un moment donné... Oui. Plus pour les livres que pour moi-même, en fait. Oui. Ouais. C'est lié, c'est toujours lié. C'est lié, c'est sûr, mais je pense que c'est une histoire tellement universelle qu'elle peut toucher beaucoup de gens. Et je trouverais dommage qu'elle reste limitée à une zone géographique, alors qu'elle pourrait vraiment exploser autrement. Bah, c'est ça, autant, vous savez, c'est toujours pareil. Et puis à un moment donné, il y a un déclic, et puis un coup, vous devenez une célébrité mondiale incroyable, comme celle qui a écrit les Harry Potter. Regardez comme elle est devenue, avec ses bouquins incroyablement célèbres, avec cette saga qui a été reprise au cinéma. Et un jour, peut-être, on retrouvera, c'est tout le mal que je vous souhaite, Myriande. On dit Myriande ou Myriandes? Myriande, oui. Myriande, Ouais. on le retrouvera forcément peut-être dans la prochaine... Qu'on a traduit par c'est- Myriandes en anglais, parce qu'à Myriande en anglais, c'est imprononçable. En français, c'est joli, mais voilà, déjà, on a commencé à penser à la traduction du titre et du certain nombre des personnages aussi. Alors, on en parlait un tout petit peu hors caméra, mais vous avez pensé un petit peu à les faire traduire? Parce que si en France vous ne percez pas, au moins peut-être à l'étranger on va reconnaître vos talents. Peut-être, mais c'est encore un gros travail. Et puis il faut se déplacer, ça demande de l'énergie en fait. De l'énergie et de l'argent, parce qu'il faut aussi faire une nouvelle campagne pour financer la traduction, ce qui ne coûte pas rien, et il faut aussi pouvoir envoyer à ceux qui auront donné de l'argent, donc à des gens qui seront forcément à l'étranger, puisque ce seront des lecteurs étrangers, leur contribution, c'est-à-dire le livre qu'ils auront commandé. Donc il faut prévoir tout ça aussi dans le budget. Donc ça, de ce coup, là, c'était sur des budgets qui tournaient autour de 6 000 à 7 000 euros quand on a fait chaque campagne. Pour un budget qui va prévoir la traduction de ce livre, uniquement du premier tome. Rien que le premier tome. Rien que le premier tome, on table sur 15 000 à 16 000 euros, quoi. Oh, ouf. Bon, Ah oui, pour une campagne, ouais. s'il y a des traducteurs bénévoles, c'est maintenant qu'il faut se manifester parce que quelque part, je pense qu'il y a un gros travail à se faire connaître et à vous soutenir aussi parce que on a envie de vous aider quelque part. On se dit bon sang, mais tout ça, c'est incroyable. Il faut Après, je commence il faut à voir- qu'il y ait une belle finalité là pour vous. Je commence à avoir des salons qui m'appellent. Là, en dehors de la comédie oui, livre, je suis chaque année. Oui. Là, je serai sur Montargis le 2 juin. Après, je suis invité au festival des Nuits Magiques au Pas-de-Calais. Puis je suis invité à un autre festival en Auvergne qui est autour de la BD et du fantastique juste en suivant. Et puis au salon Entre les Mondes à Aurillac fin septembre. Ah, mais c'est comme ça aussi que vous ouvrir des portes au fur et à mesure de ce monde qui est assez fermé finalement. C'est monde de la production, c'est fermé. De l'édition, Ouais. c'est une niche en fait. Il faut arriver à rentrer. Mais c'est difficile, comme je le disais. Le premier tome était sorti chez mon premier éditeur qui était Le Dialogue Vauvert en 2010. Et comme la collaboration s'est interrompue, ça a été très difficile après, d'abord de récupérer les droits sur le premier tome et ensuite de convaincre un nouvel éditeur de récupérer la saga. C'est ça. Et je me suis heurté à ce mur. Maintenant, 10 ans à passer. Au bout de 10 ans, je pense qu'il y a un peu prescription, quelque part, et qu'on peut peut-être relancer la machine de manière différente, surtout en sachant que sur tous les salons que je fais, à chaque fois, je rencontre vraiment... Enfin, c'est pas pour me vanter du tout, mais les livres partent comme des petits pains. Et, C'est ça qui n'est pas normal. Donc, à un moment donné, il faut vous inscrire partout. Alors, il y en a qui n'aiment pas, mais sur Amazon, sur partout pour être distribué. Ah, c'est sur Amazon aussi, Ça oui, y est, en ok, numérique. donc, Oui. Donc, à un moment donné, après, c'est quoi? Il faut se faire connaître, quoi. Après, voilà, C'est la promotion. c'est la promotion qui fait toute la différence. C'est ce qui coûte le plus cher. Il n'y a qu'à voir ça dans le cinéma. Les Américains, ils ont compris ça depuis très longtemps. Quand ils sortent un film, bon, on va plus parler d'un blockbuster, il y a la moitié du budget qui est consacré à la production du film et l'autre moitié du budget qui est consacré au marketing. C'est ça. Allez. Sans ça,
L'argent appelle l'argent, il n'y a pas de mystère là-dessus. Et ça, c'est mettre un coup d'épée dans l'eau. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc là, en fait, maintenant, vous avez tout produit. Ce qui pourrait penser être le plus difficile, finalement, le plus difficile, c'est de montrer tout votre travail, de le faire connaître. Que ce soit au niveau de l'édition, que ce soit au niveau de l'adaptation cinéma, que ce soit au niveau de l'adaptation de jeux vidéo, de la BD, tout est possible, tout est réalisable. Comme le disaient les chevaliers dans les coupes de comics, c'est le jeu de la vie. Ouais, c'est ça. Après, il faut avoir le bon réseau, la bonne rencontre à un moment donné, de quelqu'un qui va se passionner pour le projet, qui va y trouver le potentiel et qui va se dire, moi, je le prends en main, comme peut le faire un agent. C'est ça, oui. C'est souvent qu'un impresario, un agent, hein, tout simplement artistique, et qui a le bon réseau et qui dit, bon, ça, c'est bon, je vais essayer d'en faire quelque chose, quoi, tout simplement. Voilà. Ok, bon, il faut tomber sur les bons agents aussi. Après, il y a de tout là, dans ces métiers. Ah oui, ben là, je suis en contact avec 3 grosses agences parisiennes sur ce projet. Ouais. Après, bon, les réponses, je ne les connais pas encore. Hein, mais tu étudies, quoi. Voilà, je croise les doigts, les orteils. Bon, écoutez, en tout cas, là, c'est vrai que l'avenir proche, c'est quoi pour vous maintenant? Maintenant, c'est de promouvoir, en fait. C'est ça, c'est de faire les plateaux, d'essayer de parler de vous au maximum, en fait. Oui, c'est ça. Puis là, je travaille sur un nouveau roman que j'avais commencé en 2016. Il y a déjà un petit bout de temps, mais moi, j'ai mon fils qui est né entre-temps, donc ça prend pas mal de choses, de temps. Et puis, à côté de ça, je vous avoue que je cherche aussi un métier qui me permette de vivre et qui soit lié quand même au milieu du livre, de l'édition. Voilà, qui allie mes compétences en fait, puisque je suis graphiste, c'est pour ça que ça m'a aussi permis de faire. On voit, on l'a mis derrière en fond, graphiquement, bon, c'est au point, quoi. Il n'y a pas de mystère, hein. Je veux dire, ça coule de source là ici. Hein. D'ailleurs, ça avait été amusant parce que ça m'avait permis de faire travailler des comédiens, une douzaine de comédiens en fait qui sont prêtés au jeu, des âmes sœurs, puisque 12 comédiens ont prêté leur visage. C'est ce qu'on retrouve ici en fin de livre, là, en fait. Voilà, ça fusionne leurs 2 visages en un seul, et ça donne un effet assez troublant en fait. Ah oui, complètement, oui, c'est ça. C'était amusant. C'est tous ceux qui vous ont aidé, c'est ça? Un peu? C'est quoi? C'est que des comédiens comme ça que vous avez pris? C'est des comédiens que j'ai contactés, que je ne connaissais pas forcément. Pour faire un peu du graphisme sur eux, quoi, par rapport à... Voilà, c'était un échange de bons procédés. Quel lien vous avez mélangé en fait de vos personnages, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Ça ne représente pas forcément les personnages de l'histoire, parce que ça aurait été trop compliqué, mais disons que ça représente diverses âmes sœurs qu'on peut imaginer vivre dans l'histoire. D'accord, chacun peut se propulser un petit peu. Et je voulais que ce soit quelque chose qui, enfin, pour le coup, qui mette en avant des visages très différents, de races différentes aussi, et qui est vraiment tous les peuples possibles représentés. Très bien. Pour vraiment donner le côté universel et androgyne de ces personnages. C'est un auteur, à mon avis, qui va grandir. Là. Il ne manque pas grand-chose, il manque un petit déclic. Là. Le jour où vous êtes tombé sur la bonne personne, on va dire, oh là là, Guillaume Éric, mais on l'a eu sur notre plateau. Hein. Parce que, mais oui, mais c'est ça. Et des fois, il ne faut pas grand-chose pour réussir. En tout cas, vous avez tracé toute la trame complète de cette saga là qui est prête. Quand on voit regarde, les succès de Game of Thrones, tous ces succès qui sont au départ bons, hein, mais dès qu'on les a mis en cinéma, dès qu'on en fait la promotion, dès que ça devient planétaire. L'auteur a tenu bon quand même, Martin, parce qu'au départ on lui avait fait beaucoup de propositions pour l'adapter en film, mais lui il avait fait une telle saga énorme qu'il s'est dit, moi résumer ma saga en 2 heures de film, impossible. Donc il refusait, jusqu'à ce qu'il y ait 2 producteurs qui lui proposent une idée folle, qui était de l'adapter pour la télévision à une série. C'était fou parce que ça demandait des moyens considérables. Hein. C'est fou. Hein. Et ils ont réussi leur pari, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Combien de saisons? Je ne sais pas combien de saisons il y a. 8 saisons. 8 saisons, là, bon, c'est vrai qu'on s'y prend, quoi. Même si, bon, voilà, il y a tous les décors, les costumes. Mais on imagine bien ça dans votre... Mais il y avait la qualité des romans de l'auteur. Et puis derrière ça, il y a eu les showrunners... dont j'ai oublié, enfin, je ne sais plus les noms, mais en fait, qui ont su reprendre l'essence de cette histoire, trouver le bon moyen de l'adapter avec les bons comédiens. Et ça, c'est vrai que c'est excellent. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau cinéma, avec tous ces réseaux comme Netflix, Amazon, etc., tous ces qui se mettent maintenant à pouvoir produire, je pense qu'il y a un créneau là pour vous. Là, à ce moment-là, il faut les contacter. C'est là, s'il y a un agent qui connaît un petit peu les filières, je pense qu'à mon avis, vous avez toute votre place, en fait. Hein, à mon avis. Je l'espère de tout cœur.
Ok. Où est-ce qu'il y a un site où on peut vous retrouver? Oui, alors justement, comme ce qui concerne Myriande, c'est en auto-édition, on peut le retrouver sur le site officiel qui est www.myriande.fr. On le fera afficher, hein, d'accord, pas de problème. Et on peut le retrouver aussi chez Gilbert Joseph à Montpellier. Très bien, parfait. Donc on va essayer de lire cet univers en fait que vous nous proposez en écoutant ces musiques, en regardant cette langue et puis toutes ces illustrations qui nous plongent dans cet univers qui est exceptionnel, quoi. C'est bien fait. Ça donne envie en tout cas. Ça donne envie de se plonger, de dire est-ce que l'histoire est à la hauteur de tout ce que vous avez mis en place. Je vous laisse le découvrir. C'est pas à moi de le dire. Ah, non, non, non. Mais si vos livres ont du succès quand vous les présentez, c'est pas pour rien aussi. C'est qu'il y a toute cette ambiance que vous avez su générer, créer. Une trilogie, c'est pas anodin quand même quelque part. Mais pour certains écrivains, souvent on dit mais quand on écrit, c'est une souffrance parce que la souffrance de la page blanche, d'avoir une continuité en histoire. Vous avez connu un petit peu ces moments-là, un petit peu de doute dans l'écriture ou finalement ça vous paraît dans votre créativité assez évident? Il y a toujours des doutes. Moi, je ne sais pas travailler sans avoir une trame. C'est-à-dire que je bâtis mon squelette, mon histoire par chapitre, rapide comme ça. Et après, je me mets vraiment à l'écriture proprement dite. Cela dit, quand on se met à l'écriture, on se heurte à des soucis qu'on n'avait pas forcément imaginés, des transitions qui finalement ne collent pas. Donc il faut retravailler son texte, le revoir différemment, on se heurte à des obstacles qu'on n'avait pas imaginés. Et là, on a des doutes, on se dit, est-ce que je vais dans la bonne direction? Comment je vais faire pour me rattraper? C'est ça. Et voilà. Est-ce que mon personnage il fait la bonne action ou est-ce que je le fais passer par un autre Il y a toujours des surprises parce que parfois le personnage ne va pas là où on en avait imaginé. Vous qui avez créé des comédies musicales, qui a de la créativité dans le visuel quelque part. Du reste, il y a un super clip que vous avez fait qui présente un peu votre production. Ouais. Donc, quand moi j'ai commencé à m'intéresser, j'ai regardé ça, je dis waouh. Je dis quelque part, il est déjà au cinéma, il est déjà. C'est pas possible quoi. Je t'ai bien aidé aussi parce qu'il y a le compositeur qui s'est chargé de faire la musique, ouais. Les illustrateurs dont je pouvais me servir des illustrations. Franchement, c'est hyper léché quoi. Je me suis dit waouh, ça promet quoi. Pour ça aussi, vous êtes sur le plateau parce qu'on s'est dit maintenant, il faut absolument qu'on le reçoive. Merci beaucoup. Ah oui, non, mais bien sûr, il y a un vrai gros travail. Pour autant, ma question, c'était que quand vous écrivez pour le visuel également ou vous écrivez que pour le côté de l'écriture? Est-ce que c'est une écriture justement qui se voit, qui se regarde, qui s'imagine? Comment? Oui, c'est une écriture. Oui, d'après ce que moi, comme je le fais, et puis les retours que j'ai eu des lecteurs, on me dit que c'est très cinématographique. Ouais, c'est ça en fait. Parce que quand on a fait une comédie musicale, quand vous imaginez, en fait, vous écrivez. Souvent, c'est un art d'écrire comme cela pour le cinéma aussi. Est-ce qu'effectivement, on pourrait facilement reprendre vos livres pour les adapter? C'est ça? Je pense que c'est le cas, oui. D'ailleurs, moi, j'ai adapté le premier tome sous forme de scénario déjà. Et oui, j'ai les scènes en tête et j'ai besoin de les avoir vraiment en tête visuellement pour pouvoir les écrire en fait. Donc ça avait une écriture un peu très narrative. Ça va jusqu'au point d'ailleurs où pour les personnages, je m'étais d'abord imaginé des comédiens que j'aimais bien, qui je trouvais incarner très bien les personnages que j'avais en tête pour arriver à mieux les faire parler, à mieux les faire réagir parce que ça me paraissait plus naturel et je les visualisais vraiment. C'est vrai que quand on écrit, il y a toujours plusieurs formes d'écriture. Chaque écrivain a son écriture. Oui, on a tous notre manière de faire. Voilà, ça, très romantique, très. Et puis là, c'est vrai que si c'est écrit on l'imagine plus facilement parce que ça doit être visuel à la fin, quelque part, ça donne envie encore plus. Hein. Et ben voilà, oui. Bon, écoutez, cet entretien va se terminer. Je suis très content de vous avoir eu sur notre plateau. Je suis très content aussi, merci. Je peux qu'inviter tous nos auditeurs à aller vous rencontrer, à aller voir, à aller vous découvrir vos livres, les lire. D'accord, donc localement donc chez Soram, c'est ça? Chez Gibert, oui. Gibert, donc qui est à Place des Martyrs, près de la préfecture. C'est ça, oui. Donc vous allez là-bas, vous essayez de retrouver. Pour les premiers tomes, vous allez voir, et puis après, il y a toute la collection qui vous attend en fait. Hein. La réédition du premier tome sera moins impressionnante. Oui, faire que 400 pages.
Oui, oui, parce que en fait, c'est vrai que là, c'est écrit un petit peu gros. Oui, c'était écrit un petit peu plus Mais gros. moi, j'apprécie. Hein. Sur un grammage de papier un peu plus épais aussi. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la transition écologique, il faut qu'on diminue un petit peu. Et puis ça fait un peu peur parfois au lecteur aussi de voir un gros pavé Oh, comme ça ça. dépend, vous savez, les Harry Potter aussi, c'était gros. Hein. Donc, Puis imaginez, si on s'endort dessus au lit, poum, sur la tête, ça peut faire mal. Ben, écoutez, merci de cet entretien et de cette découverte en tout cas, et qu'on fait profiter à tous nos auditeurs. Et puis on vous dit bon succès, et puis que d'une belle rencontre, des belles rencontres pour vous, pour qu'il y ait une continuité, offrez-nous effectivement cette vision. Et puis je vous souhaite un super parcours. À très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.